voir maintenant les différents statuts, donc remplaçant adjoint collaborateur avec de nouveau Dr Millot du CEDOM et mesdames Gourlaouen et Denis de l'assurance maladie. Alors donc je vais vous reparler un peu du statut de remplaçant, d'adjoint, d'assistant et de collaborateur. Donc le remplaçant, comme on disait, on l'a déjà précisé, c'est un médecin non thésé ou thésé, peu importe. Le remplaçant il a une licence de remplacement pour 3 ans maximum, parce qu'il est considéré qu'au cours de ces 3 années, il pourra soutenir sa thèse. Donc un médecin remplaçant remplace en son nom propre. Donc il faut toujours il est important qu'il y ait un contrat de remplacement en permanence avec le médecin remplacé. Il ne faut jamais remplacer un médecin sans contrat. Et normalement, le contrat, enfin les papiers sont transmis par le médecin remplacé, en théorie. En pratique, c'est souvent les remplaçants qui s'occupent de tout. Mais quand j'étais en activité, c'est moi qui gérais tout. Je gérais le médecin, j'étais le médecin remplacé, donc je gérais moi-même les papiers. Donc j'envoyais le contrat au Conseil de l'ordre, donc je faisais un contrat une fois par an et j'envoyais au Conseil de l'ordre les dates de remplacement. Donc le contrat peut être fait une fois par an, ça suffit. Mais par contre, il faut bien préciser au Conseil de l'ordre les dates de remplacement. Il ne faut jamais qu'un remplaçant remplace sans contrat et sans date, sans rien du tout. C'est un exercice illégal de la médecine et si vous avez des problèmes, la plupart du temps il ne se passe rien. Si vous avez un problème, tout sera pour vous. Donc le médecin remplacé, lui, il se tirera des flûtes, donc c'est vous qui aurez tous les soucis si jamais il y a un problème avec un patient. Admettons que vous pliez un patient quand vous êtes en remplacement, donc tout sera pour vous. D'où l'intérêt d'avoir une RCP aussi, très important. La RCP est indispensable, l'assurance responsabilité civile professionnelle. Donc tout médecin doit avoir une RCP, ce qui permet de gérer en cas de problème. Et il est donc le statut de remplaçant, quand on est médecin thésé, on peut aussi remplacer, mais il faut aussi avoir un contrat de remplacement. Parce que ce qui achoppe bien souvent dans les remplacements, c'est les problèmes de finances. Donc bien souvent, le médecin remplacé ne reverse pas les honoraires tels que prévu. Oralement, il faut penser que tout ce qui a été dit n'a aucune signification. Tout ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Donc il faut que sur un contrat de remplacement soit bien précisé la clause de non-concurrence, s'il y a une clause de non-concurrence, ainsi que les rétrocessions d'honoraires. Parce que vous savez que quand vous êtes médecin remplaçant, vous encaissez les honoraires pour vous et vous reversez au médecin remplacé la totalité des honoraires qui va vous reverser une partie selon les conventions entre vous. Vous repartez en général chez 70% actuellement, 70 ou 80%. Les rétrocessions à 100% sont peu recommandées parce qu'il faut penser que quand le médecin remplacé vous retrace des honoraires, il faut qu'il couvre les frais du cabinet. Alors évidemment, vous n'avez aucun frais à supporter puisque vous êtes remplaçant. Mais il faut payer le loyer, payer l'électricité, payer la secrétaire quand il y a une secrétaire. Donc voilà pour le statut de remplaçant. Quand on est médecin installé, médecin thésé, pardon, il est aussi important d'avoir un contrat de remplacement. Toujours pour des raisons d'argent. Parce qu'effectivement, il faut bien préciser que la rétrocession d'honoraires sera de temps, que la clause de non-concurrence est limitée à telle commune ou à tel périmètre. La clause de non-concurrence n'est pas indispensable, simplement ça protège, parce que bien souvent encore les médecins installés ont un peu de mal à accepter l'idée d'avoir un médecin qui va prendre leur place ou qui va venir en concurrence avec eux. Donc la notion de concurrence n'a plus beaucoup lieu d'être parce qu'il y a beaucoup de médecins maintenant. Il n'y a plus beaucoup de médecins, il y a beaucoup de patients, pardon. Donc ça c'est indispensable, donc ça c'est pour les remplaçants. Ensuite il y a donc le statut de... Alors la CPM voulait intervenir. Peut-être pour le statut remplaçant au niveau pratico-pratique. Donc, quand vous exercez en tant que remplaçant, donc vous n'utilisez pas vos feuilles de soins, vous n'avez pas de feuilles de soins, vous utilisez les feuilles de soins du titulaire. Vous n'avez pas de propre numéro de facturation. Tout se fait avec le numéro du titulaire, que ce soit donc la facturation ou les prescriptions. Donc, en fait, vous utilisez les documents du titulaire. Il y a une carte professionnelle, une CPS de remplaçant qui existe et qui, normalement, peut être utilisée. Ça, c'est en théorie. En pratique, vous nous l'avez confirmé que les remplaçants utilisent très peu leur CPS et préfèrent utiliser la CPS du titulaire. Donc, j'ai rien dit, hein, parce que normalement, officiellement, il faut utiliser sa propre CPS. C'est qu'on a beaucoup plus de possibilités avec la CPS du médecin remplacé que la CPS du remplaçant. Voilà, donc c'était juste une précision sur après la facturation. Vous n'avez pas de document à votre nom propre. Par contre, quand vous utilisez des feuilles de soins du médecin remplacé, il est indispensable de préciser sur la feuille de remplacement, sur la feuille de soins, que vous êtes médecin remplaçant. Ça, c'est indispensable. Alors que quand on est avec la CPS, on ne le précise nulle part, qu'on est remplaçant. Mais donc, il faut rayer le nom du titulaire, mettre votre nom, prénom et médecin remplaçant.
Ça, c'est pour les remplaçants. Ensuite, il y a le statut, on avait déjà parlé tout à l'heure des statuts d'adjoint ou d'assistant. Donc ça concerne effectivement les zones à forte affluence de population ponctuelle, comme les villes côtières, par exemple, les villes côtières en Vendée, où il y a beaucoup de gens qui affluent. Donc l'assistanat, qui est fait avec un médecin thésé, ou l'adjoint peut être fait avec un médecin remplaçant non thésé, donc fait l'objet d'un contrat, et il faut une décision de l'ARS en général. Donc dans les villes côtières, c'est assez habituel. Donc ça peut être aussi l'objet d'un médecin malade, par exemple, qui veut continuer à travailler un peu, donc il va prendre un adjoint ou un assistant. Donc il faut toujours qu'il y ait un contrat passé entre l'assistant ou l'adjoint et le médecin remplacé, le médecin de la zone en question. Il faut qu'il y ait un contrat qui va sera valable 3 mois et éventuellement renouvelable une fois. Et cette notion de contrat est très importante parce que le contrat va fixer les modes de rétrocession en particulier. C'est souvent les points d'achoppement, les problèmes de rétrocession, les problèmes. C'est toujours des problèmes d'argent. Vous verrez qu'au cours de votre carrière, c'est toujours des problèmes d'argent qui font qu'il y a des problèmes entre les médecins remplaçants et les médecins installés. Donc ça, c'est pour le statut d'assistant ou d'adjoint. Et ensuite, il y a le statut de... Oui. Allez-y. Si je peux ajouter sur le statut d'adjoint et assistant, la différence en fait avec le statut de remplaçant, c'est que vous pouvez exercer en même temps que le titulaire, alors que quand vous êtes remplaçant, vous ne pouvez pas exercer en même temps que le titulaire. Ça, c'est une notion très importante, c'est effectivement le fait que quand on est remplaçant, on ne peut pas travailler. Le médecin remplacé s'engage à arrêter de travailler et à n'exercer aucune activité, quelle qu'elle soit, sauf autorisation spécifique du Conseil de l'Ordre. Donc un médecin remplacé ne peut en aucun cas travailler en même temps que le médecin remplaçant, ce qui n'est pas le cas effectivement avec l'adjoint ou l'assistant. Ensuite, on parle de statut de collaborateur. Le statut de collaborateur, donc c'est un médecin, ça ne peut se faire qu'avec un médecin thésé. Donc un médecin thésé va venir collaborer avec un médecin déjà installé. Donc lequel médecin installé et le collaborateur peuvent travailler ensemble. Là encore, il faut un contrat entre les deux. Et ne peuvent collaborer que des médecins de même spécialité. Un cardiologue ne peut collaborer qu'avec un cardiologue, un médecin généraliste ne peut collaborer qu'avec un médecin généraliste, et ainsi de suite, quelle que soit la spécialité. Donc après, effectivement, il est toujours important qu'il y ait un contrat entre le médecin collaborateur et le médecin collaboré, toujours pour des questions de rétrocession. Alors, la différence avec le remplaçant, c'est que le médecin collaborateur encaisse ses honoraires en son nom propre. Et ensuite, il va payer une rétrocession qui va être fixée d'emblée avec le collaboré. Donc cette rétrocession doit être en fonction des charges du cabinet. Il faut se rappeler qu'un médecin ne peut jamais s'enrichir sur le dos d'un collègue. Donc si vous faites par exemple une collaboration où vous avez 50% de rétrocession, pas de rétrocession de frais de collaboration, donc le médecin s'enrichit sur votre dos probablement. Ça c'est vrai pour les médecins thésés. Donc il faut toujours penser que chaque année, on fixe par contrat un niveau de participation aux frais. Chaque année, cette participation aux frais doit être évaluée en fonction des frais du cabinet, les frais réels du cabinet, c'est-à-dire le loyer, la note d'ancienneté, la secrétaire, etc. Ce qu'on peut préciser aussi dans le cadre de la collaboration, c'est que vous pouvez signer plusieurs collaborations au sein d'un même cabinet médical ou d'un cabinet de groupe. Donc, ce qui induira pour l'assurance maladie notamment d'avoir plusieurs numéros de facturation, mais vous passerez seulement par un numéro d'exercice principal en termes de facturation. Quand vous collaborez, vous ne pouvez collaborer qu'avec un seul médecin. Vous pouvez avoir un contrat de collaboration qu'avec un seul médecin. Par contre, vous pouvez avoir plusieurs contrats de collaboration avec plusieurs médecins au sein d'une même maison médicale, par exemple. Vous pouvez très bien être collaborateur avec un médecin et remplaçant d'un autre médecin. Ça, c'est tout à fait possible. Toujours penser à faire un contrat et toujours prévenir le Conseil de l'Ordre de ce genre de situation. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la CPM. Après, au niveau de la facturation, pour nous, un médecin installé, c'est comme un médecin collaborateur et médecin installé, c'est identique. Du coup, vous avez vos propres feuilles de soins, vous facturez comme si vous étiez titulaire du cabinet. Et comment ça se passe? C'est un médecin collaborateur remplace un autre médecin, il facture comment? Il facture avec les feuilles de... Non, quand un médecin intervient en tant que titulaire ou collaborateur, il utilise ses propres feuilles. Si en plus il fait des remplacements, quand il exerce en tant que remplaçant, il doit utiliser les feuilles du titulaire qu'il remplace. Donc les deux peuvent se faire en même temps. On peut être en même temps collaborateur et médecin remplaçant. Voilà, tout à fait. Sauf que la facturation n'est pas la même chose. C'est ça. C'est ça, il faut que les médecins se mettent ça dans la tête, que ce sont deux personnes totalement différentes. C'est ça. Des questions à ce propos?
Le numéro de facturation, c'est ça, vous voulez, comme précision. En fait, quand vous allez vous inscrire à l'ordre, vous allez avoir un numéro RPPS, donc vous garderez tout au long de votre vie de médecin. Après, vous allez avoir un numéro qui va dépendre du département dans lequel vous exercez. C'est-à-dire que si vous vous installez dans le Maine-et-Loire, vous allez avoir un numéro qui va commencer par 49 1, c'est médecin. Et ce numéro qui est attribué, alors je pense que c'est pareil, vous prenez ce numéro-là. C'est le numéro que vous aurez du coup, qui sera sur vos feuilles de soins et dans votre CPS, qui vous servira à faire la facturation. Et si dans le futur, vous changez de département, vous partez par exemple en Loire-Atlantique, du coup, autant votre numéro RPPS, vous l'avez à vie. Et du coup, si vous changez de département, vous aurez un numéro qui commencera par 44. C'est un numéro à 9 chiffres qui sert pour la facturation, mais ça, c'est nous qui nous chargeons de vous l'attribuer. Oui, effectivement, la facturation, elle ne passe par qu'un seul numéro qui vous est attribué lors de votre installation. Vous pensez qu'un médecin collaborateur a les mêmes prérogatives qu'un médecin installé, sauf qu'il ne participe pas aux frais de fonctionnement de la maison médicale. Mais sinon, il a sa propre CPS, il a ses propres feuilles de soins, donc il fait tout en son nom propre. Vous avez d'autres questions ? Alors, le collaborateur, en principe, le contrat est établi une bonne fois pour toutes. On peut être collaborateur toute sa vie. Initialement, la collaboration avait été prévue pour un collaborateur devait théoriquement s'installer avec le médecin collaboré. Mais ça, c'était autrefois. Maintenant, les choses ont changé. Maintenant, on peut être collaborateur toute sa vie. Donc, le contrat, il est fait une fois pour toutes avec le médecin collaboré. Et après, si vous changez de médecin, effectivement, vous ferez un nouveau contrat. Mais autrement, le contrat elle-même, il faut juste réactualiser de temps en temps les charges, une fois par an en moyenne. Il est recommandé de le faire au moins une fois par an. Alors, ouais, la CPS, c'est la médecin du médecin remplacé, permet d'avoir accès à un certain nombre de services. Par exemple, pour ce qui est de la facturation, la CPS remplaçant ne permet pas de le faire. Tout ce qui est tiers payant, par exemple, je crois. Il me semble que pour les tiers payants, c'est le médecin remplacé qui encaisse. Donc, ça, il faut tenir une comptabilité. Moi, les remplaçants n'ont jamais utilisé de CPS avec moi, donc je ne peux pas vous dire. Là, je sais qu'effectivement, la CPS remplaçant permet de faire moins de choses qu'avec la CPS remplacée. Oui, je pense que vous êtes effectivement dans le vrai. Hein. La CPS remplaçant ne permet pas d'accéder à Amélie Pro, notamment à tous les services dématérialisés et Amélie Pro. Donc c'est pour ça qu'on préconise aussi en caisse primaire à ce que vous utilisiez la carte CPS du médecin titulaire du cabinet. Et on sait que c'est aussi difficile pour les professionnels de santé de faire ouvrir des sessions informatiques sur leur espace Amélie Pro pour les remplaçants. C'est aussi coûteux. Donc là, il faut bien en profiter. On a de la chance. On a des gens à la CPM qui nous recommandent d'utiliser la CPS des professionnels de santé installés. Donc ça, c'est assez exceptionnel. On a la chance en Maine-et-Loire d'avoir d'excellentes relations entre les médecins et les caisses. Alors, c'est vrai que le discours officiel, c'est bien sûr d'utiliser normalement les feuilles de soins papier, comme vous l'a précisé Marie-Claire, où là, vous rayez l'identification du professionnel de santé que vous remplacez et vous indiquez donc votre nom, prénom et la qualité de médecin remplaçant. Après, on ferme les yeux sur cette pratique. Effectivement, je vous l'accorde, docteur Millot, c'est pas ce qui est préconisé. On sait très bien que les remplaçants utilisent les CPS. Après, il y a aussi une histoire de responsabilité, il ne faut pas l'oublier, hein, puisque la carte CPS, c'est un peu comme la carte bancaire. Votre carte bancaire, je pense que vous ne pourriez pas la confier à n'importe qui avec votre code d'accès confidentiel. Mais on ferme les yeux, parce qu'on sait que ça arrange à la fois le professionnel de santé. On sait bien que beaucoup de médecins sont contrevenants, mais heureusement, à Angers, ils ferment un peu les yeux sur beaucoup de nos contraventions. C'est vrai qu'il faut que le médecin titulaire ait confiance dans son remplaçant.
parce que du coup, tout est fait avec la carte du titulaire. Donc, en cas de contestation ou de litige, et ben, du coup, vous ne pourrez pas prouver que c'est vous qui avez fait des actes, par exemple, parce que vous avez utilisé la carte du titulaire. Donc, pour l'assurance maladie, ça a été facturé avec la carte du titulaire. Donc, c'est le titulaire qui a fait les actes. Voilà, c'est en ce sens-là qu'on... D'où met un l'intérêt, bémol, quand on est il faut remplaçant, une- d'être parfaitement clean, parce qu'il faut que les médecins remplacés puissent avoir entière confiance dans le médecin remplaçant. Parce qu'effectivement, donc, il y a une question de responsabilité, et ne serait-ce que pour les honoraires, l'encaissement des honoraires en particulier. Puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est l'histoire d'argent qui entraîne beaucoup de problèmes. Mais le parallèle avec la carte bancaire est très bon. C'est si vous prêtez votre carte bancaire à quelqu'un, voilà, si elle l'utilise et qu'elle retire plein d'argent, pour la banque, ça va être, bah oui, mais vous avez prêté votre carte, nous, voilà, c'est en toute connaissance de cause que vous l'avez fait. Derrière, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Il me semble qu'on avait encore quelques questions, oui, allez-y. Dans les maisons de santé Purnic Pro, les médecins sont installés sous quel statut en fait? S'ils ne peuvent collaborer qu'entre deux médecins de même spécialité, alors que s'ils sont de plusieurs spécialités, ils sont installés au sein de la maison. Quand vous installez, quand vous collaborez dans une spécialité. Que ce soit cardiologie ou autre chose, même si vous remplacez un médecin, si vous collaborez avec un médecin qui a plusieurs spécialités, vous exercez votre propre spécialité. Eh ben, si vous collaborez dans une maison de santé, vous avez un contrat de collaboration avec chaque spécialiste, avec chaque spécialité. Donc cardiologie, médecine générale, peu importe. En fait, quand vous êtes en maison de santé, il faut bien comprendre que vous êtes, en tant que médecin, c'est en individuel. Vous êtes chacun, vous avez chacun vos feuilles de soins, votre CPS, c'est individuel. Après, le fait d'être en structure d'exercice coordonné, c'est avec l'idée de travailler avec d'autres catégories de professionnels de santé pour faire de la prévention, des missions de santé publique, des protocoles, mise en place de protocoles autour de la patientèle que vous avez en commun. Mais au niveau de la facturation, c'est en individuel et du contrat que vous avez. Dans une maison de santé, il peut y avoir 8 médecins. Il n'y a pas forcément de contrat de collaboration entre eux. Je ne sais pas si c'était ça votre question. Si vous êtes là demain, je vous invite à aller au stand d'exercice coordonné, justement, et de soins coordonnés. Il y a une conférence aussi demain matin à ce sujet-là, avec des personnes qui seront peut-être plus compétentes.